J'aime bien regarder des films, mais je vais pas forcément réfléchir à chaque film que je regarde. Je vais pas me faire un avis sur tout, enfin, puis je vais pas faire des critiques et tout, donc cinéphile, je sais pas comment on pourrait définir ça par rapport à cinéphage que j'avais vu. Cinéphage qui regarde beaucoup de films, je crois que c'était ça la définition, donc ça me paraît plus approprié. Donc voilà, ça va être une vidéo toute en simplicité. C'est vrai que j'ai plus de mal avec ce genre de vidéo, peut-être parce que déjà j'ai du mal à donner mon avis. C'est vrai que c'est dur de trouver son avis des fois sur les choses, savoir ce qu'on pense vraiment. Et puis le cinéma, les films, tout ça, c'est très subjectif. Et puis ça, je trouve ça dépend aussi du mood dans lequel on regarde, qui va parfois totalement influencer notre jugement. Le mood, l'âge, parce que voilà, tout est régi un peu par notre expérience de la vie aussi. Donc du coup, on va pas forcément se faire la même opinion à 16 ou à 35 ans. Du coup, voilà, c'est compliqué de se faire un avis purement objectif, mais du coup, on se fait des avis purement subjectifs. Et c'est ce que je vais faire ce soir. Voilà, je vais vous donner mon avis sur des films que j'ai adorés pour le coup. Donc, ce sera subjectivement positif. Et puis voilà, c'est vrai que on est dans une vidéo assez simple, mais je suis tombé hier soir sur une vidéo de la Corrigan ASMR, je sais pas si vous connaissez. D'ailleurs, grosse dédicace à toi si tu passes par là, parce que tu m'avais dit que t'aimais bien mes vidéos, ce qui me fait très très plaisir au passage. Mais une vidéo qui expliquait un peu, enfin elle expliquait que elle avait un problème de perfectionnisme finalement vis-à-vis des vidéos ASMR. Et je me suis rendu compte aujourd'hui avant de tourner cette vidéo que j'avais aussi ce problème, entre guillemets, qui fait que, enfin, ça fait tellement longtemps que j'ai des vidéos que maintenant, je me dis il faudrait faire des trucs de fou quoi. Mais en même temps, rien n'est mieux que la simplicité. Enfin, je crois que la Corrigan, elle parlait plus de faire des choses plus élaborées en termes de setup et tout, et même jouer avec les lumières et tout, mais finalement, on se rend compte que les vidéos les ASMR les plus relaxantes, c'est celles qui sont les plus authentiques, avec le moins d'artifice, tout ça, voilà. Donc, ce soir, petite vidéo sans artifice, qui va créer un peu de frustration en moi quand même. Mais tant que vous kiffez, en vrai, c'est le principal. C'est dur hein, de trouver des nouvelles idées, franchement. Là, on est quand même sur un concept assez simple, qui a été fait des dizaines de fois en vrai. D'ailleurs, c'est la première fois que je le fais, ça m'étonne parce que bah, je kiffe vraiment le cinéma depuis longtemps, mais bon. Mais c'est un concept qui a été vu et revu. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et voilà, en vrai c'est assez basique, mais du coup, je pense peut-être faire une série de vidéos si vous kiffez ce genre de vidéos où je donne mon avis sur des films, peut-être des sons si vous voulez aussi. Moi je suis moins calé en musique. Voilà, je peux vous donner mais aussi les films que je kiffe bien avec certains acteurs, voilà. Vous dire ce que je pense de l'actualité cinéma. Bon, voilà, l'introduction qui a duré 5 minutes. Après, je ne suis pas un critique de cinéma, donc je vais pas mettre des mots enjolivant tout ce que je vais dire. Je vais parler simplement. Je vais essayer de trouver des trucs pertinents à dire et puis voilà. Donc je me suis fait des petites fiches, hein, je me suis fait un tout Google Doc pour remettre le nom du réalisateur quand je l'avais plus. Et, le nom, enfin les résumés aussi parce que c'est pareil, hein, ça a été... Enfin, il y a des films dont je me souviens plus trop parce que je les ai vus il y a longtemps, mais je sais vraiment que j'ai kiffé. Et ça a été une vraie preuve de faire un classement. Là on est sur 10 de mes films préférés, mais en réalité il y en a plus que ça. Beaucoup plus. Mais j'ai dû me limiter à 10. Et même il y a les films que j'ai notés dans une certaine base de données, mais il y a des films que j'ai dû adorer dont je me souviens plus. Bon après, généralement quand on adore quelque chose, on s'en souvient, mais voilà, j'ai été aussi sur mon compte Pathé pour revoir si j'avais vu des films récemment que j'ai vraiment surkiffé.
depuis septembre le pass, donc ça fait pas une éternité. D'ailleurs, en ce moment, il y a À Bicyclette. Allez voir ce film, incroyable, touchant, émouvant, simple. Un vrai film. Voilà. Catastrophe. Les avis vont être terribles. Bon, allez, c'est parti. Alors, j'ai mis un premier, mais on va pas dire que c'est le vrai classement. Enfin, il n'y a pas de. Lui, il est meilleur que lui. Enfin, voilà. C'est purement subjectif. En premier, j'ai mis le Joker de Todd Phillips, sorti en 2019. En 2019. Donc, il y a 6 ans maintenant. Enfin, presque 6 ans parce que c'était en fin d'année. Ce film, j'ai été le voir, j'avais 12 ans. J'avais 12 ans. Waouh. Attendez, non, 14 ans. Oui, 14 ans, pardon, parce que là je me dis, attends, non, c'est pas possible, je peux pas avoir 12 ans. J'étais le voir, j'avais 14 ans. J'étais avec mon petit groupe de potes. On pensait tout bêtement aller voir un film de super-héros. Terrible, terrible, quand je bouge, ça fait un bruit monstrueux. C'est catastrophique le setup là. En plus, ça avait coupé l'audio. Bon, voilà. Donc je disais, j'avais 14 ans du coup. J'avais 14 ans et toutes mes dents. Et avec mon petit groupe de potes, on pensait tout bêtement aller voir un film de super-héros quoi. Mais en même temps, je me disais, il y a un truc de louche parce que j'avais regardé la bande-annonce juste avant. Après, j'étais pas non plus un grand fan de Marvel ni rien. C'était vraiment le premier film de super-héros censé que j'allais voir. Mais en regardant la bande-annonce, je m'étais dit, il y a un truc pas clair, il y a un truc pas clair dans ce film. Ça va pas être un truc normal auquel les gens vont s'attendre. Voilà. D'ailleurs, l'affiche du Joker est vraiment juste là pour le coup. Là, c'est coïncidence de fou quoi. Mais arrête, petit cap de faire du bruit. Du coup, voilà, on allait voir ce film. Deuxième petit problème quand on est arrivé à la caisse, ça nous demande nos cartes d'identité. Là, j'ai compris. Là, j'ai compris qu'on allait vraiment voir un truc auquel on ne s'attendrait jamais quoi. Bon, on a commencé le film et tout. Tac tac, ça commence. Là, j'ai vraiment compris que ça allait être choquant. Que ce film allait me retourner le cerveau. Que j'allais ressortir différent de la séance. J'ai su voilà, que j'allais pas passer forcément un bon moment en plus parce que on était quand même sur un film assez grave, assez profond et très loin d'un film de super-héros de base quoi là. Donc je vais essayer de pas spoiler. De toute façon je pense que vous l'avez vu le Joker en vrai. Mais d'abord je vais vous lire le résumé. Le tout petit résumé qu'on trouve sur Google. Arthur Fleck, comédien raté, rencontre des voyous violents en errant dans les rues de Gotham City déguisé en clown. Méprisé par la société, Fleck s'enfonce peu à peu dans la démence et devient le génie criminel connu sous le nom de Joker, un dangereux tueur psychopathe. Bon, ce film m'a marqué comme tout le monde par son côté décalé du film de super-héros de base, voilà. Il n'y a pas de super-héros en fait, on suit vraiment la déchéance d'un homme à qui la vie s'en prend, enfin voilà, un homme pour qui rien ne réussit et qui est malade en fait, voilà, et qui s'enfonce petit à petit. Imaginez-vous, à 14 ans, on a quand même le cerveau pas très fini, même là à 19, enfin, il est toujours pas fini, mais à 14 ans, j'ai un pote d'ailleurs qui a vomi durant ce film. Grosse dédicace à toi, Alexandre, si tu passes par là. I remember la scène du nain, vous-même, vous savez. Mais voilà, on suit vraiment une déchéance et c'est vrai qu'on finit par le comprendre, ce Joker. Et Joaquin Phoenix qui nous livre une performance du futur, une performance stratosphérique. En fait, après ce film, j'ai eu du mal à comprendre que Joaquin Phoenix, même avec sa barbe et tout, c'était lui qui avait fait le Joker. Sincèrement, ce film qui m'a fait m'intéresser au cinéma, en fait, c'était la première fois que j'allais au cinéma et que j'étais choqué de A à Z de ce que je venais de voir, quoi. Bah, surtout, voilà,
ça pouvait être autre chose que ça. Ça pouvait transmettre des émotions, que c'était pas que Camping 3 avec Franck Dubosc. Grosse dédicace à toi, si tu passes par là aussi Franck. Mais voilà. Le Joker de Todd Phillips, je sais pas si je dû le dire au début. Alors, en deuxième, j'ai mis La vie est belle de Roberto Benguigui. Je sais pas comment on prononce. Benguigui, bon. Je vais vous lire le résumé. En 1938, Guido, jeune homme plein de gaieté, rêve d'ouvrir une librairie malgré les fracasseries de l'administration fasciste. Il tombe amoureux de Dora, institutrice étouffée par le conformisme familial, et l'enlève le jour de ses fiançailles. Quelques années plus tard, Guido et Dora ont un fils, Josué, et il s'écrit Josué. Mais les lois raciales sont entrées en vigueur et Guido est juif, il est déporté avec son fils. Bon, ce film c'est pareil, non, c'est absolument différent du Joker, mais je l'ai vu il y a un petit moment déjà, je l'ai peut-être vu il y a 2 ans. En soi, j'ai pas vu énormément de films non plus, là je divague complet. Mais en regardant la liste tout à l'heure de tout ce que j'avais noté, je me suis dit, j'en ai quand même vu pas mal, mais ça reste une liste très modeste comparé à certaines personnes qui passent leur vie littéralement à manger des films. Mais je trouve quand on en regarde trop, il y a un moment où on sature en fait, il y a un moment c'est même plus intéressant. On se plonge plus dans les histoires, on n'est plus dedans quoi. Enfin, c'est que mon avis. Donc ce film, oui, qui est clairement en 2 parties, je vais carrément spoil en fait, qui est en 2 parties, une première partie où la vie est vraiment belle. On a un Roberto Benguigui qui est resplendissant, qui est plein de vie, qui est joyeux, qui veut marier du coup la Dora qui est emprisonnée dans sa famille de bourgeois, voilà, un Roberto Benigni qui est magicien, qui a toutes les casquettes, qui transporte le bonheur avec lui. Et du coup ils ont un enfant, et la deuxième partie du film c'est l'horreur absolue, voilà. La déportation dans les camps. Et en fait, le père il va faire croire à son fils que tout ça n'est qu'un jeu parce que je crois que c'est pour son anniversaire. Il lui fait croire que tout ça, les camps, c'est un jeu selon un système de points, que chaque tâche accomplie rapporte un certain nombre de points. Et il va lui faire croire ça pendant très longtemps en fait, pour ne pas que l'enfant comprenne l'horreur absolue. Bon, il y a un peu la magie du cinéma aussi, c'est que l'enfant il arrive à se retrouver avec son père dans la même chambre et tout dans le même dortoir. Normalement il aurait déjà dû être emmené avec tous les autres enfants quoi, et sûrement condamné à mourir. Mais du coup voilà, et l'enfant continue à croire au jeu jusqu'au bout en fait, et c'est un film tellement émouvant. Je pense que c'est le film devant lequel j'ai le plus été touché et versé de larmes, surtout à la fin en fait, parce que ils survivent tellement longtemps, ce père et fils qui ont un lien mais tellement puissant. Ils survivent tellement longtemps ensemble, et à la fin le père il se fait tuer, bon spoil, et on se dit mais non c'est pas possible, ça fait tellement longtemps qu'ils traversent toutes ces épreuves ensemble que c'est pas possible. Du coup le père meurt et l'enfant survit, et jusqu'au bout quand il retrouve sa mère sur les chemins pour rentrer en fait, où ils sont tous là, tout le monde a été libéré. Quand il retrouve sa mère, et il lui dit qu'il a gagné le jeu en fait, parce que oui, quand il était dans le camp, il y a un char américain qui arrive et du coup il a cru qu'il avait gagné le jeu et tout. Et du coup on se rend compte que jusqu'au bout il n'aura pas compris une seule fois ce qui lui est arrivé. Et c'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau aussi dans ce film. C'est que l'enfant a réussi à garder toute son innocence. Et le père s'est battu pour ça en fait. Il s'est battu, il a donné toute son âme, il a donné sa vie pour que son enfant
ressortent de cette épreuve sans trop de séquelles. Voilà. Mais tellement émouvant. La relation père-fils, elle est incroyable. J'ai mis aussi La Nuit des Masques, Halloween. Bon, vous connaissez, je pense. Ce film de fou furieux. Alors, la nuit d'Halloween 1963, le jeune Michael Myers se précipite dans la chambre de sa sœur aînée et la poignarde sauvagement. Après son geste, Michael se mure dans le silence et est interné dans un asile psychiatrique. 15 ans plus tard, il s'échappe de l'hôpital et retourne sur les lieux de son crime. Il s'en prend alors aux adolescents de la ville. Bon, Halloween, c'est le slasher par excellence. Je pense que c'est un des tout premiers slashers. Je sais pas s'il est sorti avant Massacre à la tronçonneuse. On peut regarder, hein, on peut s'informer. On n'a pas l'info, on va la chercher quoi. La nuit des masques. La nuit des masques. 1978. Massacre à la tronçonneuse. 1974, ok, donc Massacre à la tronçonneuse, c'est vraiment le premier. J'ai hésité entre les deux. J'aurais même pu mettre les deux parce que c'est deux films, mais il faut les remettre dans le contexte de leur époque. Mais il y avait tellement peu de moyens entre guillemets à cette époque pour faire peur. Enfin, il n'y avait pas autant d'effets spéciaux. Il n'y avait pas de. Il n'y avait même presque pas d'effets spéciaux tout de suite. Du tout. Du tout, du tout, du tout. Mais il fonctionne tellement bien ce film d'Halloween. Je pense que voilà, c'est le film d'horreur sur lequel j'ai eu le plus de frissons. La scène où il se retrouve à la fenêtre. Enfin, où que la fille se retrouve à la fenêtre et qu'elle le voit dans son jardin, qu'après elle le voit plus. Il est toujours là, en fait. C'est hyper oppressant comme film. On sait qu'il est toujours là, mais on sait pas où, on sait pas quand est-ce il va débarquer. Après, il y a le petit indice de la musique terrifiante aussi. Et ouais, le film de slasher par excellence où le prédateur tue tout le monde, on sait pas pourquoi, on sait pas ce qui tourne par rond dans sa tête, on connaît pas son visage, on le connaît juste enfant, enfin. Et c'est aussi ce manque d'information qui participe en fait à l'horreur absolue du film. Je me rappelle, je crois que je mettais sur pause à certains moments parce que je me disais mais ça va arriver. Mais en même temps on sait pas quand. Enfin, et il y a tellement peu d'effets spéciaux parce que vraiment tout se joue sur la musique et sur la manière dont c'est filmé. Et pourtant c'est un des films d'horreur les plus efficaces. Donc voilà, tout n'est pas question de technique. Et puis ce masque, ouais. Après il y a eu d'autres Halloween et bon, j'étais de moins en moins fan au fur et à mesure de la saga quoi. C'est toujours pareil, ça s'essouffle. Le premier se suffisait à lui-même je pense. Mais Massacre à la tronçonneuse c'est pareil hein, franchement. La scène de fin dans Massacre à la tronçonneuse quand ils sont à table là, et que on est là, on regarde mais on se dit mais c'est quoi ce bordel, mais ils sont vraiment tarés en fait. La nuit de masque, John Carpenter, j'ai retenu ça. Le réalisateur. J'ai quoi d'autre? J'ai Eyes Wide Shut. En fait la vidéo elle va durer pas longtemps, je suis content. Eyes Wide Shut de Stanley Kubrick. N'hésitez pas à me dire aussi si vous voulez que je vous fasse des vidéos où je parle de cinéma et où je m'intéresse plus au sujet.
je vais vous donner le résumé en fait. Un jeune couple bourgeois vivant à New York, Bill Harford, médecin, et sa femme Alice, commissaire d'exposition, se rend à une réception mondaine pour la fête de Noël, donnée par un riche patient de Bill. Bill y rencontre un vieil ami de fac, Nick Nightingale, devenu pianiste professionnel, puis pendant qu'Alice se fait draguer par un Hongrois, Bill se voit proposer un plan à 3 par 2 mannequins pour aller jusqu'au bout de l'arc-en-ciel. Bon, c'est un film qui met la question du sexe au centre, voilà, de la fidélité, il y a une tension sexuelle et amoureuse, mais tout le long du film en fait. Il n'y a pas une scène où il n'y a pas un rapport à ça. Et bon, il est un peu dur à expliquer ce film. Même je me souviens pas de grand chose, même si je l'ai vu il n'y a pas si longtemps que ça. Mais il y a un moment qui m'a vraiment marqué, qui fait que je l'ai mis dans ce classement. C'est le moment où, ce moment iconique où il arrive, enfin, où le protagoniste arrive dans cette salle sectaire où il faut être masqué en fait, et où toute la liberté sexuelle va s'opérer en fait, des orgies partout, mais ça c'est du grand Kubrick ça. Vraiment cette scène est traumatie marquante. Même quand il se fait repérer et tout, enfin, voilà, avec la musique, oui, quand il y a cette musique, et on a l'impression que c'est un orchestre en fait, et tout le monde est masqué. Là, je me suis dit, je suis en train de voir un chef-d'œuvre quand je l'ai vu. Et pour le coup, oui, c'est peut-être un film considéré comme un chef-d'œuvre. Et cette scène de fin où le protagoniste dit à sa femme, chérie, il faut vraiment qu'on ken, je crois qu'il lui dit ça. Ou c'est elle qui lui dit ça, je sais plus. Et parce qu'il y a des problèmes au sein du couple, bah oui, sinon ce serait trop simple. Il y a des petits problèmes et on nous ferme le film en nous posant la question de en fait est-ce que le sexe pourrait résoudre tout finalement. Non, je sais pas en fait quelle question est posée, mais finir le film comme ça, c'est complètement frappadingue en fait. Genre, chérie, il faut qu'on ken, et là, paf, clap de fin. Genre, c'est la phrase à retenir, mais qu'est-ce qu'il a voulu nous dire la Kubrick? Qu'est-ce qui nous a pondu? Mais vraiment un film qui parle de relations sexuelles et amoureuses sous tous les angles. Hein. Enfin, après, il n'y a pas de scène de sexe non plus. N'allez pas vous méprendre. Ce n'est pas un film pour adultes. Euh, j'ai quoi d'autre? En fait, j'en ai plein, mais j'ai envie de faire dans un ordre que j'aime bien. Alors, j'ai coup de tête, ah oui, bon ça vraiment coup de tête. Coup de tête, c'est une masterclass française. Un film de Jean-Jacques Hano, accusé à tort d'avoir commis un viol. Un joueur de football concocte une petite vengeance pour ceux qui l'ont peu soutenu dans son innocence. Voilà, ouais, donc bon, le résumé est pas très résumesque. Là, ça manque d'informations quand même, oui. Du coup, c'est un joueur de foot qui est accusé à tort d'un viol, et en fait, c'est une magouille pour protéger le vrai, euh, le vrai commetteur des actes. Et en fait, le film. Attendez, j'ai un doute sur le nom de l'acteur. Pourtant, je le connais par cœur. Mais il faut que j'aille revoir. Le magnifique. Ouais, le Patrick Devers. Je déteste avoir des trous de mémoire comme ça. Surtout sur des noms d'acteurs que je connais parfaitement, normalement. Mais même les noms de réalisateurs, c'est bien de les connaître en vrai. Enfin, dans les discussions, des fois, c'est bien. Parce que quand la personne
National 18 où la bière est plus présente que, que le nombre de ballons de foot, quoi, voilà. Petite équipe de départementale. Donc cette équipe elle est qualifiée pour un certain tour de la Coupe de France. Et en fait il manque un joueur. Il manque un joueur. Il a dû se blesser ou je sais plus trop. Et du coup ils font appel à qui? Ils font appel à Patrick Devers qui est en prison, mais il lui propose de venir jouer, voilà, contre une remise de peine. Voilà, sauf que ce Patrick Devers qui est resplendissant dans ce rôle, hein, un rôle qui lui colle à merveille, mais parce que c'est un joueur un peu solitaire, un peu fragile en fait, mais très très émouvant aussi, plein de sensibilité. Et du coup il va marquer durant ce match et il va finir par devenir une superstar et complètement indispensable à l'équipe. Sauf que lui, il sait très bien que ceux qui lui ont permis de jouer, et toute cette petite élite là du village, les politiques, il sait très bien que c'est eux qui ont fait qu'il est allé en prison en fait, qui l'ont accusé à tort. Du coup il va monter un plan pour se venger de tous parce que maintenant il est indispensable à l'équipe. Du coup il va se servir un peu de ça. Il va leur dire qu'il va aller les menacer un par un. Il y en a un qui tient un magasin, il va dire qu'il va casser sa vitrine, etc., etc. Du coup ils vont tous avoir peur, ils vont tous se préparer à sa venue, sauf qu'au final il va rien faire. Et c'est ça qui est fou, c'est la chute du film. Et du coup ils se retrouvent tous comme des cons. Pardonnez-moi l'expression, pardonnez-moi le mot, mais c'est la vérité. Ils se retrouvent tous comme des imbéciles parce que il a pas agi en fait. Il a préféré ne rien faire et c'était la meilleure réponse possible en fait. Et je repense à cette scène du dîner en fait, où il les menace tous un par un et où il pète un câble, mais très très sévère. Il sort une tirade du futur où il incrimine chaque élu, chaque humain qui a un rôle un peu à jouer dans l'histoire de sa condamnation, et il monte sa charge au maximum. Et cette scène elle est très puissante, voilà. Et même le générique, des fois je l'écoute comme ça pour le kiff. Tout 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 tout. Vous-même vous savez. Mais c'était des très bons films à l'époque. Le prochain c'est Full Metal Jacket, toujours de Stanley Kubrick. Et comment ça me saoulait ce petit fil. D'ailleurs j'ai la jaquette. Ah, pas de mauvais jeu de mots par rapport bon, jeu de mots par rapport à jaquette, Full Metal Jacket. Je pense que vous l'avez. J'ai aussi le DVD de La Vie est Belle. Bon, c'est plus histoire de les avoir en format physique, au cas où on part dans une guerre nucléaire et qu'il n'y a plus de connexion internet. Au moins il suffit d'avoir un lecteur Blu-ray, un écran, et puis je pourrais regarder Full Metal Jacket et La Vie est Belle en boucle. Non mais c'est vrai que je favorise un peu le format physique, mais bon, ça coûte tellement cher que je l'ai favorisé pendant 5 films et après j'ai arrêté d'acheter, quoi. Mais bon, voilà. Full Metal Jacket de Stanley Kubrick, du coup, 1968, dans la base américaine de Parry Island. De jeunes engagés attendent de partir pour le Vietnam. Ils subissent l'entraînement des Marines sous la férule du sergent Hartman, un instructeur sadique qui prend pour tête de Turc le soldat baleine. Ouais. Bon, ce film, je vais pas trop m'étaler dessus parce que, en fait, je l'ai mis, mais il aurait pu être en dehors du top 10, je pense.
c'est pareil, c'est un film qui est en deux parties. En fait, je suis en train de me rendre compte que... Ouais, c'est en deux parties. Au début, on est sur le camp de base, le camp militaire d'entraînement, où il va former des troupes, et après on est sur le moment où ils partent à la guerre. Mais pendant 45 minutes, on l'entend gueuler tout le temps. Il insulte tous les soldats un par un, majoritairement le soldat baleine, vous-même vous savez. Mais il sortait de ses punchlines, de ses phrases, mais un film monstrueux où je me suis tapé une énorme barre, mais voilà, je pense que c'est un des films devant lequel j'ai le plus rigolé. D'ailleurs, profitez, c'est le printemps du cinéma là qui va commencer, donc allez voir des films, comme je vous ai dit, à bicyclette qui est pas mal. Sinon, écoutez votre cœur. Je pense pas qu'il faille aller voir Blanche-Neige, a priori c'est pas terrible. Mickey 17 qui est pas mal aussi, voilà. Donc Full Metal Jacket, exceptionnelle performance du sergent Hartman et un bon film historique aussi, je pense, sur la guerre du Vietnam. Je sais pas si c'est très fidèle, mais bon, c'est sympa comme film. J'enchaîne avec Whiplash de Damien Chazelle. On va peut-être accélérer un peu là, parce que ça fait déjà 37 minutes. Ouais, Whiplash, donc... De toute façon là c'est les films sur lesquels j'ai moins de choses à dire. Il n'y a que la musique dans la vie d'Andrew. Le jeune homme de 19 ans n'hésite pas à sacrifier ses relations amoureuses, amicales et familiales pour devenir un des meilleurs batteurs de jazz de sa génération. Ouais, un film sur le dépassement de soi de Damien Chazelle. J'avais peur aussi d'oublier le nom de ce réalisateur qui a notamment fait Babylone aussi, que j'ai été voir au cinéma et pareil, il aurait peut-être mérité sa place dans le top 10. Et La La Land aussi. Oh putain, oui, La La Land aussi aurait pu mériter ça. En fait, beaucoup de films auraient mérité leur place. Mais ouais, Whiplash, film sur le dépassement de soi, toujours aller plus loin, toujours se battre. Et oui, donc c'est un jeune homme qui veut vraiment devenir le meilleur, sauf qu'il va rencontrer ce professeur qui est le pire, et en même temps, c'est pas vraiment le pire, enfin, c'est un professeur ultra autoritaire qui malmène ses élèves au premier regard. Et au final, il est quand même plus bienveillant que malveillant. Il veut leur réussir, il veut les pousser à bout pour qu'ils explosent tout en fait, parce qu'il suffit pas de s'entraîner, il faut se la donner à mort. Et je repense à cette scène de fin, voilà, où ils sont sur la scène et le compositeur donne une mauvaise partition à l'acteur principal. Donc il va complètement se foirer dans les premières minutes. Sauf qu'il y a un retournement de situation, c'est-à-dire que le protagoniste part en solo sur un air, sur une partition qu'il a déjà joué beaucoup de fois avec son prof du coup. Mais c'est pas du tout prévu, et là il part dessus, sauf qu'il l'a jamais vraiment réussi. Mais là il crée l'exploit, il est à 2000% sur le truc, il a les mains en sang. Son professeur il en revient pas. Au début il est un peu réticent, il lui demande mais qu'est-ce que tu fais, parce que c'est un concert vraiment grandiose, un concert très réputé, voilà, il faut pas faire n'importe quoi. Et du coup il part dans son délire et tout l'orchestre continue, enfin commence à le suivre, et le professeur aussi, qui va en fait l'amener à l'aboutissement de leur année de travail sur un truc qu'il avait jamais réussi à faire, mais là c'est la consécration ultime, voilà. Et dans la salle il y a sûrement des recruteurs, voilà, pour aller plus loin, pour intégrer des grands orchestres. Et vraiment cette scène de fin, mais magistrale, pendant 10 minutes on est scotché, on est comme ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand vous vous demandez ce qui se passe quand vous regardez un film, c'est bon signe. J'ai mis Vol au-dessus d'un nid de coucou aussi, de Milos Forman.
c'est un film qui a inspiré, je crois, la série Ratchet, du coup, ça me paraît plutôt logique, sachant que ça parle aussi d'une infirmière. Mais ouais, Vol au-dessus d'un nid de coucou, c'est un des premiers films que j'ai regardé quand je me suis dit, il faut vraiment que je me mette au cinéma. Et j'ai surkiffé. Jack Nicholson se suffit à lui-même dans ce film poignant, où il se fait interner lui-même, ouais. Et au final, ça va pas se passer comme prévu pour lui. Pareil, en fait, il est tellement social ce film, il est tellement touchant, enfin. Waouh, faut pas me faire peur comme ça la bouteille. C'est devenu un podcast en fait, j'ai l'impression. C'est carrément plus une vidéo ASMR là, je vais tout laisser en plus, c'est ça qui est fou. Peut-être vous allez sursauter comme moi au même moment quand vous allez voir, quand vous allez entendre le bruit de la bouteille. Mais ouais, c'est un film hyper social qui pense aux autres, surtout aux autres qui vont pas forcément bien. Et Jack Nicholson il se retrouve à être ce sauveur quoi, enfin ce pote qu'on aimerait tous avoir, qui est drôle, c'est ça qui m'énerve quand je donne mon avis, c'est que je manque de mots en fait. Mais ça c'est même dans la vie de tous les jours en fait. Je manque de mots pour décrire ce que je pense vraiment. Faut que j'apprenne le Becherel par cœur en fait, le dictionnaire. Et ouais, il est là, il aide les autres, il s'oublie lui-même même. Mais du coup c'est dans un hôpital psychiatrique, donc il y a des malades, mais on finit par tous les aimer en fait. On appartient à cet hôpital, à cette famille, et lui il va les aider. Il va vraiment vouloir faire que leur vie soit meilleure là-bas parce que les conditions sont déplorables. Il va, il va organiser des petits jeux, il va faire organiser une sortie aussi. Et à la fin du coup, il va se faire lobotomiser parce que la Ratched elle est complètement tarée, elle croit qu'il est vraiment malade. Alors que lui il est pas malade à la base en fait. Il se fait passer pour malade pour rester interné. Et du coup il va se faire lobotomiser, il va vraiment devenir abruti pour le coup, complètement un légume. Et cette scène avec l'Indien qui le porte, non qui le tue en fait. Oui, waouh. Mais terrible cette scène, oui, où il l'étouffe parce qu'il comprend qu'il va pas pouvoir vivre dans ces conditions. Et en fait il le rend service d'une certaine manière comme lui et Jack Nicholson leur a rendu service tout au long du film. Et après il prend un truc, il casse une vitre, il se barre, il y a la musique et waouh, beaucoup d'émotions dans cette fin de film. Mais pareil, un film tout en simplicité, mais un film vrai. Faut vraiment que j'améliore mon langage quand même, je pense. Même vis-à-vis des films dont je parle. Parce que il suffit pas de dire c'est bien, c'est pas bien. Ouais. Mais bon, faut ouvrir son esprit aussi pour essayer de faire des critiques constructives. Et finalement, des fois, il n'y a pas grand chose à dire. Des fois, c'est vrai que juste on n'a pas aimé, on n'a pas de choses à dire. C'est un peu frauduleux, je trouve, comme taf. Critique de cinéma aussi, d'une certaine manière. Bon. On enchaîne avec le deuxième film, Les Magnétiques. Une bande de copains en mai de sensation, en mal de sensation, oui, parce qu'en mai de sensation, en avril, mai, juin de sensation, ça veut rien dire. Forte diffusion de radio libre depuis leur ville natale à la campagne. Jérôme la dirige avec un charisme unique, tandis que Philippe, le génie technique, vit dans l'ombre de Jérôme, son grand frère. Lorsqu'il est appelé au service militaire, Philippe n'a d'autre choix que de partir pour Berlin-Ouest. Il est déterminé à continuer à diffuser, mais réalise qu'il vient de vivre les derniers moments glorieux d'un monde en voie d'extinction. Ce film, je l'ai vu 2 fois. Je l'ai vu une fois au cinéma avec mon option de cinéma de terminale où je me suis endormi parce que la veille il y avait une soirée
musique, mais même la voix de l'actrice qui est la copine des deux frères, au fur et à mesure qu'il change de corps, mais elle avait une voix très douce et tout, et je sais pas, ça m'a porté. Bon, c'est pas que sa voix qui a fait que j'ai kiffé le film, parce que bon, on la voit pas parler pendant 1h30, mais je sais pas, ce film, sur les radios pirates, un peu, sur oui, le changement d'une ère à l'autre, on passe de l'ère où la liberté semblait absolue, à une ère où, je sais plus la discussion qu'ils ont dans la camionnette, mais ouais, on est dans une transition entre deux changements profonds de la société. Euh, dans les années 70, je dirais, 80. Voilà, je commence à être vraiment fatigué. Mais ouais, non, même les acteurs, je pense à des jeunes acteurs de notre génération, enfin, de la génération encore avant, mais qui, qui ont formidablement joué, je trouve. Donc n'hésitez pas à le voir, c'est pas un vieux film. Et ça vaut le coup, même pour les musiques, pour toute la BO. On passe par du Joy Division. Et puis voilà. En 10, j'ai mis Psychose. Psychose de... Carrément, je ne peux pas oublier son nom, non, c'est pas possible. Non, mais c'est-à-dire que c'est le réalisateur dont j'ai entendu parler 100 000 fois parce que j'étais en option cinéma du coup. Et on l'a étudié. Alfred Hitchcock. Wow, je galère un peu. Alfred Hitchcock, oui. Voilà, je ne pouvais pas oublier son nom, sachant que je l'ai étudié 2 ans. Et on en revenait toujours à ce film qui est Psychose. Et c'est bien de finir par ce film aussi parce que je pense que lui c'est vraiment top 3 de mes films préférés. La scène de la douche, vous connaissez, mais c'est un film qui révolutionne tellement de choses pour son temps. Hitchcock était un génie. Bon, ça, je l'ai vraiment entendu pendant 2 ans. Mais c'est vraiment un film qui est tellement en avance sur son temps, sur la manière de mettre le suspense en place, sur le film thriller un peu en noir et blanc, sachant que la couleur existait déjà, je crois. La scène de la douche où la fille se fait massacrer. Et bah, je crois que j'ai jamais eu autant peur devant un film, voilà. Je crois que c'est vraiment la scène qui m'a le plus marqué dans tous les films. Pourtant, ce qui est fou, c'est qu'on ne voit même pas le couteau toucher l'actrice. Euh, c'est la manière dont c'est filmé, le procédé. Quand l'antagoniste rentre dans la pièce, on le voit à travers du rideau. Enfin, je crois que cette scène, elle a mis 7 jours de tournage. Ouais, je me suis un peu renseigné, ouais. Il y a eu 7 jours de tournage, il y a eu des centaines de prises, mais ce qui est fou, c'est qu'il savait parfaitement ce qu'il voulait Hitchcock. Et ce film, cette scène particulièrement, il contourne la censure, il est tellement avant-gardiste, enfin, il contourne la censure parce qu'il n'avait pas le droit de faire des films un peu gore comme ça, même si du coup il n'y a vraiment pas de gore. Parce que ça, déjà c'est en noir et blanc, et puis ouais, on voit pas les coups spécifiquement mis, puis il contourne la censure. Aussi, c'est la première fois qu'une actrice aussi populaire que l'actrice qui joue, je crois que c'est la première fois qu'une actrice de cette trempe meurt au bout de 20-25 minutes, peut-être 30 minutes, et quitte le film en fait. C'était carrément envisageable à l'époque, mais bah ça s'est fait. Vraiment, Hitchcock, le GOAT, inclination, voilà. Et puis voilà, et puis voilà. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. 50 minutes de vidéo. Bon, je me suis beaucoup écarté durant cette vidéo, mais au moins vous pouvez la mettre comme ça en fond. Et puis vraiment l'écouter
soit